Alors, pour continuer avec un portrait précis de la diversité, voici Boshra Manaï. Boshra Manaï. Alors, la courte biographie que nous avons fournie dans le programme de notre rencontre trace déjà un portrait qui est éloquemment scientifique et engagé de Boshra Manaï. Son parcours universitaire, elle a reçu un doctorat en études urbaines de l'INRS. Ses recherches portent sur l'altérité et l'immigration en milieu urbain, la cohabitation interethnique et la présence maghrébine et musulmane à Montréal. Son dernier livre est un bijou de détails, de statistiques, d'entretien, de précision. Son parcours de femme engagée, par contre, elle est membre de la table de la diversité, l'inclusion et la lutte contre les discriminations, mise en place en début d'année par la Ville de Montréal. Elle est également coordonnatrice de la table de concertation jeunesse de Montréal-Nord et travaille sur les enjeux reliés aux jeunes montréalais. Elle est fondatrice de l'entreprise sociale Espace Nodal, où elle travaille à titre de consultante sur les questions d'identité, d'altérité et d'immigration, comme sur le récent avis du CIM portant sur la participation citoyenne des personnes de la diversité. Mais encore, qui est Boshra Manaï? On peut comprendre mieux sa richesse si l'on sait qu'elle est également engagée dans l'Institut de la Route de la Soie, dont le mandat est de promouvoir la pensée critique et l'expression artistique en mettant l'accent sur les échanges interculturels. Mais surtout, on comprend que Boshra Manaï est une femme de tête et de cœur lorsque l'on sait qu'elle appartient à une famille illustre qui a résisté à la dictature tunisienne. Elle analyse avec lucidité les relations de pouvoir. Elle agit avec cœur pour créer des espaces plus conviviaux de multiples manières. Alors, bonjour à toutes et tous. J'avais déjà pas mal la pression de passer après Georges. Maintenant, j'ai encore plus de pression suite à cette présentation à laquelle je ne m'attendais pas. Alors d'abord, je voudrais remercier Angéline Martel pour cette invitation. Il me fait grand plaisir aujourd'hui de parler évidemment de l'ouvrage, mais de certains enjeux plus spécifiques qui concernent les jeunes maghrébins que je vais essayer de décrire, mais aussi peut-être dont je vais essayer de déconstruire certains éléments. Je voudrais aussi rendre hommage à Madame Olivier qui est présente aujourd'hui. Je pense que le fait de reconnaître cet espace comme un espace de conversation sur l'inclusion, la diversité québécoise et de l'avoir nommé les entretiens, c'est quelque chose, je pense, qui est à noter et pour lequel je voudrais vous remercier. Alors, d'abord, peut-être en guise d'introduction, tout ce que je vais évoquer aujourd'hui ressort évidemment de mon travail de thèse qui a été réalisé en études urbaines à l'INRS entre 2009 et 2013-2014. C'est aussi basé sur mon travail et ma recherche postdoctorale qui a été réalisée en sociologie au département de sociologie de l'Université de Montréal avec Valérie Amirault, où j'ai travaillé sur certains enjeux plus spécifiques dits de radicalisation, d'islamophobie. Tout ce que je vais dire se base aussi sur les recherches auxquelles j'ai pu participer, notamment au Collège Maisonneuve. Alors vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup d'illustrations suite à la présentation de Monsieur Leroux. Mais c'est aussi à travers mes implications citoyennes dans diverses organisations, qu'elles soient proches des communautés maghrébines ou musulmanes ou qu'elles en soient complètement distinguées ou distantes. Mais c'est aussi à travers ma proximité avec le travail communautaire, les organismes communautaires, notamment depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans maintenant, à Montréal-Nord, où d'ailleurs je passe de la table de concertation jeunesse à l'organisme qui s'appelle Parole d'exclus, et où là je vais avoir un peu plus de place justement pour utiliser de la recherche
pour transformer les réalités sociales et des personnes qui vivent de l'exclusion. Et je vous laisse imaginer que si les personnes vivent de l'exclusion dans un espace comme Montréal-Nord, il y a fort à parier que parmi eux, il y a beaucoup d'immigrants, de jeunes réfugiés et de personnes racialisées en général. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement des immigrants, mais il y a des personnes qui sont québécoises, nées au Québec, mais qui vivent des processus d'altérisation, de racialisation et donc d'exclusion. Alors évidemment, avant de parler des jeunes maghrébins, pour le dire aussi simplement, je voulais peut-être faire une sorte de mise en contexte très rapide sur ce qu'est ou ce que représente l'immigration maghrébine au Québec. Et puis, ce que je voulais mentionner aussi, c'est qu'il me semble très important de toujours actualiser notre regard sur l'immigration, notamment celle qui s'installe dans les milieux urbains et qui devient de plus en plus massive parce que les groupes et les cohortes augmentent et parce que les zones géographiques desquelles ils proviennent sont intéressantes pour le Québec, notamment pour le fait français. Ce que j'apporte ici, c'est sûr que c'est un zoom sur un groupe. Mais ce que je voudrais qu'on retienne aussi, c'est en lien avec la présentation de M. Leroux, c'est comment l'illustration par la communauté maghrébine ou par les communautés maghrébines et notamment les jeunesses qui sont en train de prendre place dans nos classes, dans nos institutions, dans nos universités, comment ces groupes-là sont quelque part des traducteurs de la façon avec laquelle on gère l'altérité au Québec, où on regarde l'altérité au Québec. Et donc, je vous invite évidemment à partager ma passion pour la ville, c'est-à-dire de voir comment la ville accueille, insère, intègre, même si c'est un terme que je n'aime pas trop. Je comprends qu'on doive l'utiliser, mais je l'aime pas trop. Mais comment la ville est un espace qui permet l'insertion, l'intégration, etc. Mais comment, face à la pensée de l'État ou à l'État-nation, comment la ville peut être un espace où les enjeux j'allais dire, d'intégration peuvent être peut-être facilités ou vécus de façon différente. Il y a, je pense, un heureux hasard à ce que je parle des Maghrébins aujourd'hui parce que et que qu'on soit ici aujourd'hui dans les entretiens Émile et Olivier, je pense qu'il y a beaucoup de proximité dans l'expérience entre l'immigration haïtienne et l'immigration maghrébine. Parce que ce sont des groupes qui ont été conviés à venir faire partie de la société québécoise, principalement parce qu'ils ont en partage la langue française. Donc évidemment, l'immigration maghrébine est la résultante d'un processus que le Québec a lancé et a mis en place dans les pays francophones, évidemment en France par exemple, mais aussi dans les pays d'Afrique du Nord et dans les pays d'Afrique en général, même si on aime toujours distinguer l'Afrique du Nord du reste, ce qui, je pense, quelque chose aussi qu'on doit revisiter. Donc très, très brièvement, l'immigration maghrébine, comme je le reprends un peu dans le livre, c'est une immigration qui s'installe dès les années 60, mais les groupes ne sont pas encore des groupes. En fait, c'est plutôt des individus qui vivent l'immigration pour des raisons X, Y. Donc, je le raconte dans l'ouvrage. Donc, dans le fond, on a des personnes qui se déplacent pour étudier, pour travailler ou parce que ils ont des réseaux européens, transnationaux, etc. Mais on n'est pas encore dans une phase où l'immigration devient massive, en fait. C'est plutôt à partir des années 90 que là, les recensements au Québec et au Canada nous démontrent et nous montrent et nous illustrent qu'il y a vraiment une augmentation du chiffre des immigrants maghrébins. Évidemment, les réalités sociopolitiques, les réalités économiques des pays que sont la Tunisie, le Maroc et l'Algérie sont très, très différents. Très différentes, pardon. Et donc, ils peuvent aussi expliquer les trajectoires, j'allais dire, nationales. Ce qui fait qu'un Tunisien quitte la Tunisie dans les années 90, ou qu'un Algérien quitte l'Algérie dans les années 90, ou qu'un Marocain quitte le Maroc dans les années 90, vont être très différentes. Évidemment, il y a l'attrait et l'attractivité du Québec
pour une immigration qualifiée, etc. Mais il y a toujours aussi, je pense, un peu à la Sayad, il faut repenser à ce qui fait que les gens quittent leur pays et qui peut s'expliquer politiquement, économiquement, sociologiquement. Un des éléments que je souhaite mentionner, c'est que dans le groupe qu'on va finir par appeler les Maghrébins, parce que statistiquement c'est utile aussi, il y a évidemment beaucoup d'écarts. C'est-à-dire que le groupe des Algériens et le groupe des Marocains sont quantitativement plus importants que le groupe des Tunisiens. Les raisons de leur départ vont aussi être importantes parce que ils peuvent expliquer ou en tout cas influencer les trajectoires des jeunes qui viennent très tôt, enfin très tôt dans leur vie ici ou qui naissent ici. Donc les raisons du départ qui expliquent la migration des parents doit être aussi vues comme en miroir avec les réalités des jeunes que j'ai pu fréquenter, voir, observer, etc. En termes de spatialisation, ça n'étonnera personne, c'est une immigration qui s'installe très majoritairement à Montréal, dans les centres urbains. Évidemment, il y a des noyaux qui se concentrent ici et là, évidemment à Québec, à Sherbrooke, à Gatineau. On a des groupements qui peuvent se trouver à Sept-Îles, à Rimouski, mais disons que le gros des cohortes se trouve à Montréal. En termes de spatialisation, je ramène évidemment ici une perspective plutôt géographique et études urbaines, mais elle me semble importante. Évidemment, la localisation de ces communautés maghrébines ou de ces groupes maghrébins ne va pas se faire de façon, j'allais dire, lissée sur le territoire. Il y a des enjeux de classe sociale, il y a des enjeux d'insertion économique qui ont réussi pour certains et qui n'ont pas réussi pour d'autres, qui font qu'on va se retrouver avec une cartographie, j'allais dire, qui peut s'expliquer, que j'explique longuement dans l'ouvrage aussi, mais qui, par exemple, pour les Algériens, on va se retrouver dans des espaces où ce sont des quartiers à, disons, tradition francophone, donc pas du tout vers l'ouest de Montréal, alors que chez les Marocains, on va pouvoir se retrouver... Et là, je parle sous ton contrôle, mais il va y avoir une spatialisation où on va aussi accéder à l'ouest de la ville. Il va y avoir aussi, selon ce que j'ai expliqué dans ma thèse, c'est que il y a aussi des enjeux de mode de vie. C'est-à-dire que l'espace que vous allez habiter ou la trajectoire résidentielle que vous allez avoir dépend aussi de... Est-ce que vous voulez devenir propriétaire? Est-ce que vous êtes propriétaire? Est-ce que vous avez les moyens d'accéder à la propriété? Et donc, on va se retrouver avec donc un élément qui est important, avec des communautés maghrébines qui, en fait, s'installent à peu près partout. Parce qu'il y a une très grande diversité, justement, socio-économique et de mode de vie. Un autre élément, avant de passer aux jeunes, évidemment, l'immigration maghrébine, comme je le disais, a été une zone, enfin en tout cas le Maghreb a été une zone d'attraction de l'immigration francophone. Et en cela, les Maghrébins, si on y pense, c'est une sorte d'atout en termes d'immigration pour un Québec qui souhaite consolider une société francophone, parlera du bien commun, là, mais dont le fondement, quelque part, est la langue et la culture francophone. Or, la proximité, ou en tout cas la façon avec laquelle on définit les Maghrébins comme des musulmans, ce qu'ils peuvent être aussi par ailleurs, fait qu'il y a j'allais dire un fossé entre cet atout qu'ils pourraient représenter et la réalité de leur intégration et de leur insertion. Et donc, les débats que nous avons connus, qui sont certes nécessaires, sur la laïcité, sur la diversité, sur la sécularisation, ou en tout cas qui révèlent en fait toute la question de la sécularisation de nos sociétés démocratiques, font qu'il y a chez les communautés maghrébines une sorte d'altérisation qui est marquée médiatiquement, qui est marquée dans le débat politique, qui est marquée quelque part dans la société. Il y a une sorte de frontière qui s'établit lorsqu'il y a ces débats.
Et ces débats, dans le fond, j'allais dire, ramènent avec eux leur lot justement de discours xénophobes, d'islamophobie, de racisme et donc d'exclusion. Et l'idée, c'est de dire que cette immigration qui se présentait comme un atout au demeurant devient une sorte de patate chaude avec laquelle on ne sait jamais trop comment dealer. Alors, évidemment, moi, la question que je me pose, c'est comment regarder ces cohortes d'immigrants maghrébins et se demander comment leurs enfants peuvent ne pas être considérés comme ce que Sayad appelait les enfants illégitimes. Lui, il parlait de la République française. Moi, j'évoque le cas québécois. Et donc, l'idée, c'est de se demander comment ces débats qui ont des effets sur les plus jeunes, comment ils peuvent ne pas former des nouvelles classes d'exclus, si je peux dire. Évidemment, je parlerai beaucoup de Sayad. On a chacun nos maîtres à penser. Il est une des personnalités en termes de sociologie de l'immigration qui a beaucoup marqué ma réflexion et qui a, je pense, qui m'a aidé à, quelque part, m'émanciper moi-même dans cette réflexion que je voulais amener sur l'altérité dans les sociétés plurielles. J'emprunte à Sayad cette méthode qu'il a de toujours mettre de l'avant les personnes dont il parle. Et donc, je me suis dit que je ne pouvais pas vous parler aujourd'hui des jeunes maghrébins sans vous brosser peut-être quelques portraits. Je ne me voyais pas vous parler de statistiques tant que ça parce que on est un peu pogné avec la question de la statistique pour les deuxièmes générations parce que au final c'est pas en termes quantitatifs que les enjeux se jouent, bien que vous avez tout à fait raison de mentionner que, par exemple, la question linguistique dans certains espaces scolaires montre une transition démographique. Cela dit, pour moi, on est dans un enjeu de comment des jeunesses qui font partie d'une société pluraliste et plurielle, comment ils trouvent leur place dans la société. Alors, permettez-moi de vous décrire un peu certains personnages dont j'ai anonymisé évidemment, que j'ai anonymisé, mais qui se trouvent à être des personnes uniques ou des personnes que j'ai compilées dans le fond dans un portrait. Alors, donc cette jeunesse maghrébine qui est très diversifiée, qui peut être tunisienne, algérienne, marocaine, qui peut être pauvre, riche, qui peut être très religieuse, qui peut ne pas l'être du tout. Elle peut s'incarner, par exemple, sous le visage de Leïla, qui est une jeune fille de 18 ans que j'ai rencontrée au Cégep, qui étudie au Cégep, qui est originaire d'Anjou, un des espaces où, justement, on retrouve beaucoup de communautés maghrébines, notamment algériennes et marocaines. C'est une jeune fille qui découvre, par exemple, tous les enjeux de féminisme, d'antiracisme, et qui m'évoquait dans une conférence que je donnais. Je la voyais cachée sous sa casquette et je me disais que, en fait, ce que je disais n'avait aucun intérêt pour elle et qu'elle semblait complètement s'ennuyer. Et elle est venue m'interpeller à la fin de la conférence pour me dire à quel point elle avait été frappée par tout ce qu'elle avait entendu. Elle avait été vraiment touchée. Et elle m'avait demandé une rencontre quelques jours plus tard parce qu'elle devait rendre un travail dans un cours de sociologie, puis elle voulait m'interviewer. Et toute la discussion a porté sur les enjeux de femmes, les enjeux de violence, les enjeux d'égalité. Et ce qui l'avait frappée, c'était qu'elle n'avait jamais vu de référence qui soit elle-même arabe, maghrébine, musulmane, à laquelle elle pouvait se rattacher, et qui lui donne toute cette complexité et toute cette nuance sur les enjeux de genre et les enjeux de relations hommes-femmes. Et donc, j'avais été vraiment frappée par justement ce type de lacune qui peut exister à l'école, le manque de références à qui on peut raconter notre unicité, ou peut-être que l'on peut questionner sur ce qui nous rend un peu unique peut-être dans notre trajectoire. Alors, les jeunes maghrébins, ça peut être aussi Khawla,
qui a 20 ans, qui étudie maintenant en droit et qui est issu d'une famille plutôt pauvre, dont les parents n'ont pas réussi à intégrer un marché de l'emploi qui nécessite la première expérience canadienne souvent, mais que si on ne vous la donne pas, ben, en fait, vous vous ramassez avec une plus grande exclusion du marché de l'emploi au fur et à mesure des années, mais qui a bénéficié de l'investissement de ses parents. Toutes mes recherches, à chaque fois que je parlais à des parents ou que j'observais les réalités des jeunes, ce qui se passait souvent, c'était cette sorte de « si la première génération est un gâchis », entre guillemets, ou si elle peut vivre un gâchis, les deuxièmes générations n'ont pas le droit à l'échec, ce qui d'ailleurs est un lourd fardeau pour la plupart d'entre eux. C'est une jeune fille qui est originaire de Saint-Michel, un espace qui vit, j'allais dire, une disparité du point de vue, enfin des différences en fait du point de vue socio-économique. On ne vit pas les mêmes réalités à Villeray qu'à Saint-Michel, qu'à Parc-Extension, mais qui a toujours grandi dans un espace très diversifié et qui a pu bénéficier d'espaces communautaires dans lesquels en fait elle a pu socialiser avec d'autres haïtiens, enfin des Québécois d'origine haïtienne, avec des jeunes Québécois d'origine latino, etc. Et des jeunes Québécois tout court. C'est quelqu'un par exemple qui s'est impliqué dans des partis politiques et qui est souvent je ne vais pas nommer le parti, mais qui est souvent dans cette quête ou dans cette volonté de représenter les jeunes, la jeunesse québécoise et la question de la diversité aussi, évidemment, dans la plupart des espaces politiques qu'elle fréquente. Les jeunes dont je parle peuvent aussi être incarnés par Maya, qui aujourd'hui a 23 ans, qui a fini par étudier la sociologie, qui vient de Saint-Léonard, un autre espace dans lequel il y a beaucoup de communautés maghrébines qui se sont installées, et où d'ailleurs maintenant il y a une sorte de fossé entre les communautés, fossé, j'allais dire géographique, hein, il y a comme une frontière invisible entre les communautés italiennes, plutôt propriétaires, plutôt aisées, qui habitent à Saint-Léonard, et les locataires du sud de Saint-Léonard, dans le fond, qui sont beaucoup des immigrants, des néo-québécois, et pour beaucoup d'entre eux, des maghrébins. C'est une personne pour qui la religion est un refuge constant. C'est une personne qui porte le voile, par exemple, et qui a connu des problèmes qu'on a fini par appeler de radicalisation. Donc c'est quelqu'un qui a été inséré dans ce piège, parce que je ne sais jamais comment l'appeler autrement, au final, où, en réponse à une islamophobie qu'elle n'avait plus envie de vivre, elle a décidé de faire des choix de l'ordre de la rupture sociale. Je pense que c'est comme ça que j'ai envie de les qualifier. Évidemment, il n'y a pas que des filles. Donc, il s'incarne aussi dans des personnages comme Amine, qui a 25 ans, qui étudie en philosophie, qui se balade toujours avec sa guitare et qui évoque à tue-tête à qui veut l'entendre et à qui l'accepte, qu'il faut promouvoir la culture arabe. C'est quelqu'un qui fait de la musique traditionnelle algérienne qu'on appelle le ma'louf, qui est dans le fond une musique populaire, mais dont la transmission ici à Montréal commence tout juste à s'organiser en fait. Les jeunes maghrébins, c'est aussi des personnages comme Ismaël. J'ai beaucoup d'étudiants, mais c'est aussi des personnages comme Ismaël qui a 24-25 ans, qui est entrepreneur, parce qu'en fait, il n'a que ça, qui habite dans le nord-est de la ville, à Rivière-des-Prairies, et qui a connu des épisodes de rupture, qui a connu surtout la rue plutôt que l'école, et pour qui la religion a été une façon de se sauver de la criminalité et dans le fond, des activités informelles et criminelles dans lesquelles il était impliqué. Ce qui m'a fascinée dans ce personnage, qui est un personnage réel, c'est la façon avec laquelle
il y a une volonté de transmettre aux plus jeunes que lui, pour qu'ils ne vivent pas les mêmes types de ruptures et les mêmes types d'échecs d'insertion, et qui, dans le fond, a mis en place une entreprise pour insérer, donc dans une entreprise de ressources humaines, pour insérer des personnes qui ont été elles-mêmes criminalisées, qui sont exclues, et qui, dans le fond, leur trouvent de l'emploi et qui les accompagnent, en fait, vers l'emploi. Et enfin, je ne vois pas à cause de la plante, les jeunes maghrébins, c'est qui lui ? C'est aussi Issa, qui a la trentaine, qui est un mélange en fait de plusieurs personnages, qui vient de Montréal-Nord, mais qui habite le plateau, parce qu'en tant qu'artiste, il vaut mieux fréquenter certains espaces. Je ne sais pas qui d'entre vous a été à Montréal-Nord, à part Monsieur Leroux, mais c'est loin, donc on ne peut pas beaucoup se déplacer tous les jours. Pour aller faire des gigs, puis aller faire des spectacles, ça peut être très compliqué. On le fait, mais ça peut être très compliqué. Donc l'idée, c'est de dire qu'il y a aussi une sorte de mobilité dans la ville. J'allais l'évoquer plus tard, mais je peux l'évoquer dès maintenant. Il y a d'ailleurs à ce propos une thèse en préparation, dont l'auteur est dans la salle, et qui parle des aventures quotidiennes des jeunes racialisés, dont certains sont maghrébins, et qui est justement un des travaux les plus attendus de l'année. En termes d'enjeux, et quelque part, je souhaitais vous brosser un peu ces portraits pour que, comme je vous le disais, on ne soit pas dans une sorte de discussion un peu désincarnée. Et puis, pour que les enjeux dont je vais parler fassent un peu écho avec ce que je viens de vous dire sur les personnes et les personnages. Évidemment, si on peut parler d'une jeunesse maghrébine, toute la jeunesse maghrébine ne se résume pas aux 6 personnages que je viens de vous raconter un peu brièvement les trajectoires, mais pour moi, l'idée, c'est de vous transmettre la complexité avec laquelle il faut regarder ces réalités. En termes d'enjeux, c'est certain que la discussion avec Angéline au départ était de présenter quelque chose sur les jeunes maghrébins. Donc, je n'ai pas seulement focusé, si je peux me permettre, la présentation sur les enjeux scolaires ou sur les enjeux de l'école, mais c'est certain que c'est un des éléments dont je vais beaucoup parler. Donc je voulais évoquer trois éléments. Il y a évidemment ce que j'ai pu observer, par exemple, dans les 2 moments de recherche auxquels j'ai participé au Collège de Maisonneuve. Donc tout l'enjeu de la place dans les milieux scolaires, tout l'enjeu de la légitimité dans les milieux scolaires, comment au final l'école peut être un espace d'émancipation et d'intégration versus un espace où l'altérité se cristallise et finit par créer des classes d'exclus. Comment toute la question de la légitimité, illégitimité peut soit renforcer le sentiment d'appartenance ou le délier et faire en sorte qu'on se retrouve parfois avec des mondes parallèles qui évoluent entre des citoyens qui ne se reconnaissent pas et donc qui ne se connaissent pas, pour utiliser un peu la référence à Honnête. Évidemment, il y a les enjeux scolaires, mais il y a aussi les enjeux de sécurisation, de criminalisation ou de radicalisation. Je vais évoquer rapidement le projet de recherche qui avait été fait à Maisonneuve, où on avait parlé de zones de fragilité. Parler aussi rapidement de ce que je peux voir, par exemple, à Montréal-Nord, sur la façon avec laquelle on utilise l'usage de l'espace public qui devrait être, en fait, une des premières pratiques démocratiques, là, je veux dire, l'accès à l'espace public physique, en plus de l'espace politique, là, mais l'espace physique est une façon de s'approprier, je veux dire, son appartenance à la ville et à la société à laquelle on est, et où toute la question de la sécurisation vient au final fragiliser ce sentiment de légitimité. Et puis, il y a quelque chose que je voulais rapidement amener, dont je ne suis pas nécessairement spécialiste non plus, mais que je pense, le questionnement que je voulais amener, puis c'est le personnage voyons, l'entrepreneur. Parce que je connais leur vrai nom, donc
de Ismaël, qui m'a amené un peu toute cette question-là. C'est face à une école qui devrait être l'espace justement d'intégration et d'émancipation, et lorsque l'école justement ne joue pas ce rôle-là, où est-ce que se retrouvent ces groupes, ces individus en fait, mais qui finissent par faire phénomène. Et dans le fond, c'est toute la question de quelle place sommes-nous prêts à leur accorder dans les institutions publiques, par exemple, dans les universités, dans nos commissions scolaires, dans tout ce qui fait notre identité en tant que société. Et puis, c'est ce que j'ai pu observer au final, c'est toute la façon avec laquelle ce manque d'inclusion peut amener certains à s'autonomiser sur le marché de l'emploi et donc à devenir des entrepreneurs, ce qui est très in, ce qui est très à la mode. Et je ne suis pas en train de récuser l'importance de l'entrepreneuriat, mais lorsqu'au final, l'offre de l'entrepreneuriat n'est faite que pour certaines catégories, ça devient une sorte de... il faut l'observer comme peut-être une façon d'organiser l'exclusion, là, si je peux parler en des termes aussi intenses. Sur l'enjeu scolaire, puis je vais essayer de ne pas trop étaler, mais sur les enjeux scolaires, brièvement, ce que l'observation auquel j'ai pu participer à Maisonneuve, où d'ailleurs dans la salle on était trois personnes qui interviewaient les jeunes dans le rapport. En fait, j'en fais la mention ici, le rapport de Frédéric Dejean et toute l'équipe. Nous étions trois personnes qui interviewions les jeunes, l'administration et dans le fond, tout le personnel de Maisonneuve. Et les trois personnes, en fait, sont dans la salle. Il y a Sarah Méniche qui est là et Leslie Touré-Capot-Touré. Donc, dans le fond, tout ce qu'on a pu essayer de décrire, c'était une sorte Monsieur Leroux parlait tout à l'heure du transit générationnel. En fait, ça a été toute la question de la transition démographique à laquelle peut-être on n'était pas assez préparé dans une institution comme Maisonneuve. Et je tiens ici à préciser aussi que Maisonneuve peut être vue comme une sorte de laboratoire. Évidemment, les réalités qui concernent Maisonneuve appartiennent à une réalité urbaine. Il y a des enjeux vraiment spécifiques, mais on peut les utiliser comme un révélateur de ce que l'on pourrait travailler ailleurs dans certains autres milieux scolaires. Je pense par exemple au Cégep Édouard Montpetit à Longueuil qui, je n'ai pas fait de recherche là, mais pour avoir fait quelques observations, qui vit des percées démographiques très très similaires avec beaucoup de communautés maghrébines et arabes et musulmanes. Et c'est dans le fond toute la place à l'altérité ou la place de l'altérité qu'il était très complexe pour l'administration, pour les salariés, pour les professeurs, pour les API, les aides pédagogiques, qu'il était difficile de gérer. Et dans notre expérience d'entrevue, ce qui revenait souvent, c'était nous avons géré la problématique haïtienne, maintenant nous avons à gérer la problématique maghrébine. Hier, nous avons géré la question des gangs de rue. Aujourd'hui, nous avons à gérer la question de la radicalisation. Et tout se passe comme si, dans le fond, l'école devait gérer des groupes problématiques et non pas des citoyens et des étudiants qui, quand on parle du cas de Maisonneuve, sont des étudiants brillants. C'est quand même un très bon collège. Et donc, comme si cette population et cette démographie de l'établissement ne pouvaient pas être prises comme la nouvelle réalité québécoise, en fait. Et donc, il y avait toute une sorte de problématisation, si vous voulez, de la question de l'altérité, notamment lorsqu'on parlait plus spécifiquement des maghrébins, des jeunes filles qui, par exemple, portaient un voile ou un gilbeb, ou des hommes qui pouvaient, par exemple, porter une barbe, et donc qui visibilisaient leur appartenance religieuse. Donc il y avait toute la question de la place des autres.
dans les classes, la place des autres aussi dans les curriculums, dans la façon d'enseigner. Vous évoquiez tout à l'heure les cours de philosophie. Beaucoup des étudiants nous ont confié qu'ils se sentaient souvent offensés ou confrontés par certains propos de certains professeurs qui semblaient pointer, par exemple, certaines personnes ou certains individus. Ce que je souhaite dire à ce propos, c'est que je pense que toute la conversation sur la radicalisation qui a mis le focus sur le collège Maisonneuve a permis de révéler quelque chose qu'on savait peut-être un peu tous. C'est-à-dire que l'école pouvait être un espace de production d'inégalités, de discours malgré nous et malgré tout le monde, de discours excluants et parfois racistes. Mais ce qui s'est passé à Maisonneuve, c'est que tout ce qui se disait se retrouvait sur la table médiatique. Et donc, n'importe quel propos d'un professeur comme celui qui avait été proféré à l'encontre des étudiants noirs d'une classe, tous ces enjeux-là se retrouvaient médiatiquement. Alors c'était dramatique pour l'administration parce qu'ils avaient à gérer des demandes médiatiques sans cesse, enfin, qui étaient continues, mais en même temps, si on le regarde avec du recul, c'est une façon de se dire, eh bien, est-ce que c'est seulement à Maisonneuve qu'un professeur peut se permettre de dire des propos négrophobes et racistes? Évidemment que non. Et donc, il y a là, je pense, quelque chose à tirer en termes d'expérience sur le pouvoir qu'a un professeur dans une classe est immense. Et donc, quelque part, il faut le voir aussi comme le privilège de transmettre le bien, j'allais dire, ou le privilège de créer peut-être des dysfonctionnements, des ruptures. Donc, il y avait toute la question de la place des autres, le rapport à l'altérité, notamment chez les instructeurs. Mais sur les enjeux scolaires, et là je rejoins Monsieur Leroux dans sa présentation, je pense qu'en comparaison de l'école française que j'ai personnellement plus connue, il y a dans cette façon de vouloir se comprendre comme institution scolaire, cela révèle une sorte de réflexivité qui, je pense, est nécessaire pour améliorer les conditions d'études, j'allais dire, les conditions de vie, la socialisation dans les écoles pour toutes ces personnes qui sont, par exemple, maghrébines, altérisées, qui peuvent être aussi, je sais pas moi, libanaises, donc non maghrébines. Donc ces autres, au final, qui vivent un sentiment d'altérité. Il y a dans l'école québécoise cette réflexivité qui permet, je pense, de repenser les possibles. Et je crois que c'est cela que j'ai envie de retenir de l'expérience de Maisonneuve, qui, en fait, où j'ai pu entendre des propos, en fait, qui étaient horribles. Un des éléments, par exemple, qui m'a, je pense, ça m'a mis à terre pendant une semaine après une entrevue. C'était donc c'était pas un étudiant, c'était quelqu'un qui travaillait là et qui m'a dit, je pense que tous les problèmes que nous avons aujourd'hui sont dus à toute cette masse de Maghrébins qu'on a acceptés il y a 15 ans. Et donc, on se retrouve aujourd'hui dans nos écoles avec ces enfants qui ne seront jamais intégrés, qui sont pas intégrables parce que leurs parents sont maghrébins, parce que leurs parents sont musulmans, etc. Et en fait, au-delà de mon rôle de personne qui était là pour interviewer et qui avait pour vocation de ne pas être choquée par les propos, il y avait, je pense, une prise de conscience encore une fois, du rapport de pouvoir que pouvaient confronter en fait certains étudiants. Et je me disais que 6 mois après mon doctorat sur les Maghrébins et après quasiment 15 ans d'études en sociologie de l'immigration, sur toutes ces questions-là, j'avais été choquée par des propos pareils. Bon, en même temps, j'espère qu'on finit toujours par être choqué par ce qui est choquant, là, mais je me disais que si j'avais été désarmée moi-même, probablement qu'un étudiant entre 17 ans et 21 ans pouvait être aussi désarmé, mais pouvait du coup construire une sorte de rupture qui, dans le fond, qui se consoliderait. C'est-à-dire qu'on peut construire aussi dans la rupture. À partir du moment où on rompt avec le sentiment du commun et le sentiment d'appartenance, on peut aussi se replier et se consolider dans le repli. Donc pour moi, il y a
il y a là des enjeux de pouvoir qui se jouent de façon immense dans ces relations qui sont des relations entre les étudiants et les professeurs, ou les étudiants et les professionnels en fait, des établissements. Cela dit, il y avait ces expériences qui étaient vraiment très difficiles et très négatives, mais en même temps, comme je vous le dis, il y avait toute cette volonté, d'une manière générale, de travailler à une certaine réflexivité et de construire quelque part une expérience qui puisse être utile au final pour tout le monde. Pour la petite anecdote, on a passé 2 ans, quasiment 2 ans et demi à Maisonneuve, et je suis retournée pour une conférence il y a peut-être 2-3 mois. Je parlais des événements de Maisonneuve aux personnes qui étaient face à moi et personne ne semblait comprendre de quoi je parlais. Donc la vague était passée, les étudiants qui avaient vécu les événements dont vous avez parlé, Monsieur Leroux, entre 2015 dans le fond et 2016, sont tous à l'université. Ça y est, Maisonneuve va bien. Mais donc tout ça pour dire qu'il faut retirer de ces situations et de ces expériences-là un apprentissage plus large en fait. Dans les enjeux que je voulais évoquer, sur toute la question de la sécurisation, de la criminalisation, radicalisation, c'est un gros paquet là. Peut-être l'élément que j'évoquerai, c'est que dans tous les débats que nous avons eus depuis une quinzaine d'années, nous avons construit des figures qui incarnent cette altérité. Donc la femme voilée a été une figure, par exemple, de la charte des valeurs, enfin de la conversation sur la charte des valeurs, aussi des accommodements, mais je dirais plus spécifiquement de la charte. L'homme barbu a été la figure incarnant toute la conversation autour de la radicalisation, de la peur du terrorisme, de la suspicion autour de la présence, j'allais dire musulmane. Et puis, il y a des figures qui sont peut-être construites plus localement, dans des espaces où... puis là, je voulais mettre une citation qui est intéressante parce que faudrait que je la lise, mais je vous ai mis en gras les éléments que je trouvais importants, qui en fait montrent du doigt la vision que peuvent avoir des acteurs institutionnels très implantés localement, dont la vision sur les jeunes, au final, finit par produire des pratiques d'intervention qui peuvent être vraiment très problématiques. C'est une citation d'un acteur, et donc, dans le fond, il parle des jeunes maghrébins dans un quartier de Montréal, dans l'Est, et qui, dans le fond, montre comment dire, il montre son désarroi face à ces jeunes maghrébins qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas. Ça, c'est la partie que je peux comprendre. Et il cède sur la façon avec laquelle il semblerait que les services de police ont, je mets bien des guillemets, échoué avec les Haïtiens. Et donc, il y a toujours cette sorte de lecture qui se fait, qui criminalise au final des cohortes et des groupes complets, où on assigne parfois encore dans certains territoires de la ville de Montréal, une certaine criminalisation aux jeunes haïtiens. Donc on parle des gangs de rue et on fait une injonction, ou un lien direct avec certaines populations haïtiennes, et où ici il parle d'une bombe à retardement pour les jeunes maghrébins. Et je trouvais très révélateur cette image de la bombe à retardement qui, c'était avant tous les attentats et tout ce qui s'est passé en Syrie, cette citation, mais ça place le regard que portent certaines institutions qui sont normalement là pour contrer, en fait, et j'allais dire l'exclusion, et qui, au final, finissent par produire d'autres figures et qui finissent par, quelque part, cristalliser, en fait, certaines figures à chasser ou à transformer. Donc, il y a, je pense, autour des réalités des jeunes, toute la question de la suspicion, du regard sur eux, du regard, par exemple, sur leur visibilité religieuse, qui peut être évidemment difficile à porter et qui, je pense aussi, peut participer d'un certain sentiment de repli ou d'un certain sentiment de non-appartenance, par exemple, à la société québécoise, à la société canadienne ou parfois à Montréal.
Peut-être sur l'enjeu de l'insertion, et puis ensuite je passerai à une phase un peu plus d'espoir. Ce que je dirais très rapidement, c'est que j'ai pu observer dans certaines écoles justement cet entrain que nous avons à favoriser toute la question de l'entrepreneuriat. J'ai été invitée dans une école secondaire de Saint-Laurent où il y a eu un programme qui a été lancé, qui est un programme spécifique en entrepreneuriat. Et donc, j'avais au demeurant trouvé l'idée très intéressante, jusqu'à ce que je vois la composition de la classe. Alors évidemment, comme vous le savez, Saint-Laurent est d'une manière générale un territoire très diversifié, très multiethnique, et où il y a une présence de certaines communautés, notamment libanaises, maghrébines, arabes en général, qui est déjà importante. Mais ça m'avait frappé de voir comment, au final, ce type de programme et cette vision de l'entrepreneuriat a fini par happer les premières vagues. C'est-à-dire que les parents de ces jeunes-là, pour la plupart, ce sont des entrepreneurs. Ils ont fini par ouvrir des commerces, par devenir auto-entrepreneurs en faisant du taxi, en ouvrant des garderies. Donc toute cette économie que l'on ne voit pas quelque part, là, ces niches ethniques-là, elles sont reprises contre leur gré par les parents parce que c'est une façon de s'insérer très rapidement sur le milieu de l'emploi. Sauf que ce que je pense qu'on omet de dire, c'est qu'au final, c'est une précarité de vie que l'on offre à ces premières générations. Et donc, c'est aussi une précarité de vie que l'on offre aux deuxièmes générations en les poussant tout droit vers les portes de l'entrepreneuriat. Et je dis cela parce que je souhaite qu'on le regarde en miroir avec des débats que nous avons eus, notamment pendant la charte, où au final, si on prend un peu de distance, la question était de savoir si on voulait de certains autres dans notre fonction publique. Si je sais bien qu'on pourrait discuter plus longuement, mais si on regarde la question de l'insertion économique et professionnelle de ces jeunes maghrébins ici, mais je suis sûre que Leslie, tu pourrais confirmer, des jeunes altérisés et racialisés en général, il y a là toute la question de l'insertion dans les institutions publiques versus une sorte de vie économique parallèle. Et donc je dis ça parce que il me semble que c'est en ayant pour souci d'avoir une insertion évidemment professionnelle dans les espaces de la société québécoise et donc des institutions québécoises que nous pouvons incarner clairement et réellement cette diversité et ce pluralisme. Sans une ville de Montréal diverses en termes d'employabilité, là, c'est-à-dire tant que les cols blancs, pas seulement les cols bleus, mais tant que les cols blancs et tant que les administrateurs de la ville de Montréal ne seront pas aussi le reflet du 45% de personnes qui sont soit nées ailleurs, soit dont le parent est né ailleurs, eh bien, nous serons encore face à des dilemmes et à des tensions dans la plupart de ces espaces. Et donc, ce que je vous invite à regarder dans la question de l'insertion professionnelle, c'est dans quelle mesure la façon avec laquelle on propose des trajectoires d'insertion louables. Moi-même, j'ai créé mon entreprise sociale parce que je me disais « ça va être difficile ». Donc, ça peut être louable et ça peut être des trajectoires pour certains. Mais ce qu'il faut regarder, c'est quel type d'exclusion, du coup, produisons-nous dans nos institutions et dans les institutions en général. Donc, tant que l'école n'aura pas des professeurs d'une grande diversité pour certains espaces, continuera, je pense, de perpétuer certaines dynamiques. Peut-être pour terminer, ce que je voulais vous mentionner, c'était des initiatives qui, justement, tentent d'ancrer ces jeunes-là, soit qui sont des initiatives montées par eux-mêmes parce qu'ils ont vécu de l'exclusion, soit des initiatives qui sont faites avec eux, soit des initiatives qui sont faites par exemple par le communautaire et qui finissent par être des sortes de médiums
dans le sentiment d'appartenance et dans la construction du lien d'appartenance avec le politique, le civique, avec l'école. Et donc, ces initiatives, je ne vais pas toutes les citer, mais je vais juste essayer d'expliquer l'esprit. Elles me semblent importantes parce que, au-delà de ce qui peut se faire seulement à l'école, il y a évidemment des sphères de notre société qui doivent aussi inclure. Vous évoquiez tout à l'heure le rapport du CIM. Toute l'idée, c'était de dire que nous avons des institutions et des organisations publiques qui ne sont pas représentatives de la diversité du point de vue culturel, économique et politique, par exemple. Aussi parce qu'elles ne s'intéressent pas aux autres espaces ou aux espaces des autres qui existent, mais qui fonctionnent au final très parallèlement. Et donc, il y a de nombreux auteurs, je pense par exemple à Altay Manso, je pense qu'on dit, qui travaillent en Belgique sur toutes les questions scolaires, où il invite justement les milieux scolaires à travailler de façon beaucoup plus proche avec ces milieux, et à se rapprocher d'organisations qui font dans le fond de la réussite éducative, mais dont le travail est essentiel pour j'allais dire la continuité et le bon travail de l'école elle-même. Il y a des initiatives moins collectives, mais plus sur la façon avec laquelle on peut intervenir auprès de ces communautés ou de ces jeunes spécifiquement. Évidemment, il y a là une sorte de tension. Tout l'enjeu, peut-être qu'au final je terminerai là-dessus, tout l'enjeu, c'est de savoir comment on peut, d'une part, nommer les réalités, nommer les spécificités, nommer les trajectoires, reconnaître, je ne sais pas moi, l'histoire de l'immigration maghrébine, d'une part, reconnaître la complexité de ces individus, de ces groupes ethniques, de ces groupes linguistiques, etc. Mais comment, d'autre part, on ne tombe pas dans l'essentialisation, dans la culturalisation et dans la généralisation. Et en quelque sorte, c'est un peu le défi avec lequel tous les organismes communautaires avec qui j'ai eu affaire ont à dealer. Toutes les écoles avec lesquelles j'ai eu affaire ont à dealer. Lorsque vous avez le collège de Rosemont qui organise les journées de la culture arabe, par exemple. C'est essentiel, d'une part, mais le contenu qui y est présenté importe beaucoup plus au final que l'intitulé même. Et donc c'est cette tension-là qu'il nous importe en fait de regarder, et quelque part c'est ce souci-là que nous devrions avoir lorsque l'on pense justement tous les enjeux de pluralisme dans l'école et de spécificité dans l'école, parce que l'école dans nos sociétés démocratiques est assurément plurielle. Comment maintenant peut-elle ne pas produire des rejets de la République comme moi ? Ça, c'est une autre question. Je voulais juste vous laisser avec une référence culturelle qui est je vous donnerai le PowerPoint, fait que vous pourrez cliquer, mais sinon, allez chercher. C'est une jeune artiste montréalaise d'origine tunisienne qui s'appelle Quinka. Son vrai nom, c'est Elkana Talbi. Elle vient d'ailleurs de sortir un ouvrage qui s'appelle Figuier sous la neige, et qui pour moi décrit pas mal tout l'enjeu en fait que je voulais vous raconter, mais qui parle de cette condition de deuxième génération et qui évoque au final le fait que pour ces jeunes maghrébins, la seule voie, c'est d'assumer leur propre pluralité et de se considérer comme cette prochaine nation. Voilà.